Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin sous la direction du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin pour la liberté et le pain, CONARAB, se sont réunis en assemblée générale ce mercredi 8 février à la Bourse du travail de Cotonou. But de leur rencontre, examiner quelques sujets touchant leurs différents secteurs d'activité après leur déguerpissement. C'est un reportage de Antoinette Sagbo et de Romaric Devochy. L'opération de libération des espaces publics et des terres pleins centraux dans les grandes villes du Bénin, actuellement en cours, n'est pas sans conséquence. Cette décision, bien qu'elle soit prise pour rendre propre et embellir les villes, crée des dommages aux victimes. Ce mercredi 8 février 2017, à la Bourse du Travail, les membres du Comité national des revendeurs, vendeurs et artisans du Bénin pour la liberté et le pain CONARAB se sont réunis en assemblée générale pour définir des actions concrètes de leur relogement afin de faire face à cette opération de déguerpissement sur leurs activités. Depuis quelques semaines, la population béninoise en général et les petits producteurs de nos villes et campagnes, en particulier, vivent sous la hantise et dans une impasse jamais égalée. Ce sont donc les petits revendeurs, vendeurs et artisans installés au bord des rues qui ont vu leurs baraques, boutiques et ateliers partis en fumée sous un regard impuissant. À Cotonou, par exemple, Modeste Toboula et Armand Ganser, respectivement préfet du littoral et DG de la Sogema, s'acharnent actuellement contre les revendeurs de friperies dont le site se trouve logé dans le grand marché de Misebo. La présidente du CONARAB, Thérèse Waoua, quant à elle, déplore ce qu'elle considère être l'indifférence du gouvernement vis-à-vis de ses victimes. Les dégâts que ce déguerpissement a causé et continue de causer sont énormes. Le gouvernement n'a pas pensé, avant d'entamer ces opérations, au côté social de la chose. Il aurait fallu que le gouvernement de M. Patrice Talon regarde pourquoi ces gens-là sont au bord des rues. Et ils comprendraient que c'est parce que les réserves ont été morcelées, vendues et récupérées, penser à récupérer ces domaines-là pour les marchés de proximité. Laurent Métognon, secrétaire général de la FECENTRA Finance, soutien du CONARAB, exhorte les commerçants à continuer la lutte. Continuez cette même lutte, non pas parce que vous êtes contre ce que au Bénin on est du beau, qu'au Bénin qu'on ait un marché digne, un Bénin où lorsqu'on y vient, on sent qu'il y a un cadre de vie admirable. Lorsque vous battez, vous trouverez toujours les combattants à vos côtés. Le relogement sur les sites appropriés demeure la seule revendication que les membres du CONARAB adressent au gouvernement de Patrice Talon afin de subvenir aux besoins de leur famille. Lancement hier de la deuxième phase du projet Parquet d'intervention à haut impact au niveau communautaire. Le projet PICOM est une initiative de l'USAID qui vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Reportage. Deuxième phase de la mise en œuvre du paquet d'intervention à haut impact communautaire PICOM devient une réalité. Ce projet de l'Agence de développement international des États-Unis, USAID, a pour objectif de permettre aux populations, prioritairement les femmes, les nouveau-nés et les enfants de plusieurs communes, dont celle d'Abomey-Calavi, d'avoir un meilleur accès aux soins de santé. Une initiative qui a bénéficié de la contribution de plusieurs partenaires. Votre participation active aidera à garantir une campagne de vaccination mieux planifiée, par exemple, et à empêcher que les enfants soient laissés pour compte. C'est sous votre rôle directeur d'une planification sanitaire vise à fournir aux familles des moustiquaires Sephora
contribuant ainsi à la réduction du paludisme, qui est la cause première de mortalité chez les enfants. Le lancement officiel du PIICOM va donc permettre l'amélioration de la qualité des soins qui seront administrés aux populations et le renforcement des compétences du personnel sanitaire dans les différentes communautés. Le paquet d'intervention à haut impact, dans son volet communautaire, vient non seulement optimiser la couverture sanitaire de notre zone, mais aussi élargir la prévention et même l'élimination des décès maternels et infantiles au niveau des villages et quartiers de ville des 9 arrondissements d'Abomey-Calavi. Je voudrais également, à la suite du deuxième adjoint au maire d'Abomey-Calavi, vous assurer de l'engagement des maires, engagement qui permettra de garantir à cette intervention son caractère inclusif. Faisons tous pour qu'il y ait une troisième phase et pourquoi pas une quatrième phase. Le paquet d'intervention à haut impact communautaire sera exécuté par les ONG béninoises dans toutes les communes retenues que sont Savalou, Banté, Cotonou, Commun, Grand Popo, Kweyogbe, Alada, Zé, Tofo, Bopa, et ceci pour une durée de 3 ans. Parlons toujours santé, les maladies mentales sont souvent ignorées ou banalisées au Bénin. Cependant, elles touchent de plus en plus de citoyens. Zoom sur les causes, conséquences et l'état de prise en charge de ces maladies avec Fréjus Serlan. Les problèmes d'amour, d'affection, d'émotion, de déficience d'intelligence, de traumatisme ou encore génétique sont plusieurs facteurs qui expliquent la survenue des maladies mentales. Elles sont regroupées en 2. Donc il y a des maladies mentales que nous mettons dans des maladies qui affectent la personnalité même de l'individu. Il y a d'autres qui permettent à l'individu de venir demander de l'aide, c'est-à-dire que la personne même est consciente qu'elle est malade et vient solliciter de l'aide. Mais il y a d'autres par contre qui ne peuvent plus, ne se sentent plus de ce monde, qui vont créer leur propre monde, ils vont éclater. Et ceux-là, malheureusement, que les gens appellent les fous, d'accord, et ceux-là, ils peuvent se déshabiller, ils peuvent commettre des meurtres, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Ceux-là, dans l'ancienne classification, on appelle les psychoses, parce que des autres, c'était les névroses. Mais des signes permettent de soupçonner l'imminence de ces maladies chez une personne. Souvent, quand c'est bruyant, ça c'est des signes de troubles de comportement. D'accord, il change, il devient nerveux, ou alors il s'isole, il est dans son coin, il ne vous adresse plus la parole, ou même simplement il refuse de manger avec vous. Plusieurs causes peuvent expliquer le déclenchement des maladies mentales. Les soucis, les frustrations, qui ne sont pas uniquement matériels, peut être affectives, etc. Et les soucis d'ordre matériel, par exemple le chômage, etc. Le fait aussi de dire non, mais sincèrement, ce monde-là, ça ne sert plus à rien. Je vais essayer, moi, d'enlever ces soucis. Et la maltraitance au niveau même de comment vous êtes accueilli dans un service, comment on vous a maltraité, comment on vous a dominé. Tout ceci, ça peut vous amener vraiment à des extrêmes. Cependant, des moyens existent pour prévenir les troubles mentaux. Lorsqu'on a des problèmes, la première chose, il faut verbaliser. C'est déjà source de soulagement. Ça veut dire que chacun doit avoir un confident à qui parler de quelque chose qui est profondément en lui. Ça permet de se dégager et ça va limiter les dégâts en ce sens. Mais lorsqu'on ne prend pas cette disposition, on garde tout pour soi un jour, comme la bouteille dans laquelle se trouve l'eau chaude enfermée, ça va s'éclater. Pour prévenir ces maladies, il faut travailler sur l'homme depuis avant la naissance jusqu'à la fin. Il faut s'en occuper et puis je crois qu'il faut travailler sur les institutions, c'est-à-dire la famille qui est comme une institution. On forme une famille pour que ça soit un lieu d'amour, d'échange et de protection. La question de l'état de la prise en charge des malades mentaux, elle reste une préoccupation essentielle. Et au Bénin, et malgré nos efforts, elle est embryonnaire. Parce que vous comptez pour l'État, la prise en charge de l'État, c'est peut-être au niveau du CNHU et un peu de ce qui était l'hôpital Jaco, où
Beaucoup d'efforts ont été faits et il y a Paraco, mais c'est les grandes villes ça. Et dans les autres villes, il y a qui? La maladie mentale, ça doit être du volet vraiment social. Quand les gens arrivent là, vous allez trouver qu'ils n'ont vraiment pas les moyens de se donner, vraiment de se prendre en charge. L'État devrait accompagner. L'accompagnement que l'État fait, vraiment, on ne voit pas trop. Outre ces aspects, il faudra aussi désormais promouvoir la santé mentale au sein des écoles. Économie, un ralentissement des activités au marché de Sékou, situé à quelques kilomètres d'Abomey-Calavi, est remarquable. Ce calme qui règne dans ce lieu cache un malaise profond que les habitants de ce milieu analysent de diverses manières. Marché de Sékou, les causes du ralentissement des activités, c'est un sujet de Fréjus Serlan et de Romaric Devouchi. Ces dames, elles préparent le jour du marché, pour les unes et les autres y font déjà leur petit commerce quotidien. Au niveau des rares étalages, un calme apparent, les clients se font rares. C'est dire qu'au-delà de l'aspect pacifique qui semble régner sur le marché de Sékou, se cache un malaise profond. Bon, à présent, le marché, nous voyons également qu'il y a un grand problème qui se pose également dans le marché parce que ça ne fonctionne pas du tout. Ce n'est donc plus une rumeur. Les usagers le confirment. Le marché de Sékou ne s'anime plus comme à ses beaux jours. Et pour expliquer la situation, différentes thèses s'affrontent. Les raisons qui expliquent le ralentissement des activités ici au marché de Sékou ressemblent à une pagaille. De quoi s'agit-il? Les autorités nous ont sensibilisés sur les risques liés au commerce au bord de nos voies et nous ont exhortés à rejoindre le marché et à l'énergie. Ce qui a été fait, mais certaines dames ont payé pour se maintenir sur le parc là-bas. Au regard de cette injustice, les autres dames ont aussi regagné le parc, car voulant aussi vendre. Le marché a ainsi été déserté. Nous voulons que le marché s'anime, mais avec ces comportements, le pays ne peut pas avancer. Si les arguments évoqués par Julienne Sékou, commerçante, semblent être les principales raisons du ralentissement des activités du marché de Sékou, Jean Kiaon a lui son idée sur la question. Il pointe du doigt les hommes politiques. Ça ne fonctionne pas du tout. Et le problème, c'est au niveau du politique. Et si les gens voulaient être quelque chose ou bien d'être candidats, ils vont venir nous en disant qu'ils veulent faire telle chose dans le marché, ils vont aménager le marché pour nous, de faire tout possible pour les voter. Et à présent, c'est le contraire. Les gens n'arrivent pas à rentrer dans le marché parce qu'il y a des ordures partout. Même si les toiles, si vous voyez, les toiles, tout est rouillé dans le marché. Donc, voilà que les étrangers, ils ont peur de rentrer dans le marché parce que tu ne peux pas rentrer. S'il pleut, tu dois tomber. Tu ne peux pas marcher. Quant à Parfait Agbessi, commerçant au marché de Sékou, le problème est beaucoup plus lié à l'adoption d'autres marchés par les clients. En fait, le marché s'animait parce qu'il y avait plus d'agriculteurs, il y avait plus de paysans qui vendaient. Mais il s'est fait que les clients... non plus, les clients ont déserté le marché de Sékou. Ils ont préféré les marchés de Glo et d'Alada. Là-bas, les choses sont un peu moins chères. Donc, comme il n'y a plus affluence de clients, les paysans aussi ont choisi de rejoindre les autres marchés, les marchés d'Alada et de Glo. L'élaboration d'une meilleure politique de gestion et l'application équitable des décisions à tous s'avère donc urgente pour dynamiser les activités au marché de Sékou. En interactualité, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication au Togo a retiré les fréquences de 2 médias privés qui émettent depuis 10 ans pour n'avoir pas rempli les formalités préalables d'autorisation, a-t-on appris mardi auprès de l'institution. Corneille Haïssé pour le commentaire.
La télévision, la chaîne du futur et la radio City FM qui appartiennent au groupe Sud Média n'ont obtenu aucune autorisation préalable avant de commencer à émettre en 2007, a déclaré à l'agence France Presse Mathias Ayena, deuxième rapporteur de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous demandons simplement aux responsables de ces organes de faire une demande en bonne et due forme et nous allons analyser, a-t-il poursuivi. Mais du côté des travailleurs de ces deux stations, cette décision est contestée car complique vivement leur situation et menace leur emploi. Au-delà du contentieux, au-delà de toutes les considérations que nous entendons par-ci et par-là, qu'il pourrait s'agir d'une lutte fratricide, d'une lutte entre deux éléphants, au-delà de ça, c'est la situation du personnel qui risque de se retrouver de fait au chômage. Et vous savez que dans notre pays, le taux de chômage est inquiétant. Quand je vois mes enfants, je me dis que leur avenir est hypothéqué. On ne peut pas travailler dans une structure. Plus de 10 ans, on m'annonce aujourd'hui qu'on n'a pas de dossier. On me dit, va rester à la maison. Vous savez dans quelles conditions nous sommes dans ce pays aujourd'hui. Lucas Baki, directeur général du groupe Sud Média, juge la démarche de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication illégale, assurant que toutes les démarches avaient été effectuées à plusieurs reprises pour soumettre le dossier. C'est une décision abusive. Elle est abusive du fait que le président, la personne du président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a aucune compétence pour prendre une décision de cette nature et la notifier à un organe comme le groupe Sud Média. Si nous n'étions pas en règle, il appartenait à la HAC depuis 2007 où on a commencé à émettre de réagir. Et pourtant, nous avons toujours collaboré avec cette HAC-là. Et les membres de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication sont toujours venus ici. Nous avons toujours bénéficié de l'aide de l'État à la presse. Je ne sais pas quelle mouche a piqué le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication pour qu'il soit amené à prendre une telle décision. Dans un communiqué, l'ONG Amnesty International a dénoncé lundi soir une attaque contre la liberté d'expression. L'organisation a estimé que cette sanction est disproportionnellement lourde au vu des faits reprochés. L'autorité de régulation avait déjà fermé plusieurs médias en 2013, notamment la radio Légende FM pour multiples dérapages, affirmant qu'elle diffusait de fausses informations durant les législatives. La compagnie aérienne internationale refuse d'emprunter l'itinéraire alternatif qui sera mis en place pendant la fermeture du seul aéroport desservant Abuja, la capitale du Nigeria, en mars, obligeant les voyageurs à faire de longs et coûteux détours. On retrouve Corneille Aïssé pour le commentaire. L'aéroport international Nnamdi Azikiwe d'Abuja va fermer complètement ses portes à partir du 8 mars pour permettre la réparation de la piste d'atterrissage. Les vols intérieurs et internationaux seront détournés vers Kaduna à 170 km au nord. Mais Lufthansa Air, Air France et South African Airways ont déjà déclaré qu'elles ne détourneraient pas leurs vols en provenance de Francfort, Paris et Johannesburg vers Kaduna ou ailleurs au Nigeria. British Airways et Turkish Airlines n'ont pas encore annoncé leur destination, mais ont toutes deux suspendu les ventes de billets à destination d'Abuja durant la période de fermeture. Selon le secrétaire d'État à l'aviation Hadi Sirika, les travaux qui vont durer, l'aéroport d'Abuja sera fermé pour des travaux de réfection. Ces travaux qui vont durer 6 semaines sont nécessaires car la piste construite en 1982 est prévue pour une durée de vie de 20 ans est aujourd'hui défaillante et dangereuse, a-t-il précisé. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, traverse l'une des pires crises économiques de son histoire, couplée à une inflation qui frôle les 20% et à une chute de sa monnaie locale qui ont fait fuir les investisseurs étrangers. Et puis le Somalien Mohamed Abdoulaye Mohamed dit Farmajo, élu mercredi à la présidence de son pays, étant un ancien premier ministre et diplomate qui a promis de lutter contre la corruption et l'extrémiste islamiste gangrénant ce pays en lambeaux de la Corne de l'Afrique. Né en 1962 d'une famille issue de la région de Gedo, dans le sud-ouest du pays, cet homme est réputé populaire dans les rues de Mogadiscio. En dépit des soupçons de corruption et de manipulation qui pesaient sur le processus de son élection, de nombreux Somaliens ont quand même célébré sa victoire mercredi soir. Voici les réactions de quelques acteurs politiques somaliens.
Il vous faudra continuer avec le nouveau président et continuer d'améliorer le pays. La démocratie doit aller de l'avant. Longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie, longue vie à la Somalie. Citer l'ancien président Hassan Sheikh Mohamoud pour avoir concédé sa défaite. Il a souligné une amélioration dans le pays. Je voudrais également féliciter le nouveau président. Nous, les députés, sommes prêts à travailler avec lui. C'est une bonne nouvelle pour la Somalie. Aujourd'hui est un jour historique. Je suis très heureux. Ce jour est inoubliable parce que nous avons traduit la volonté du peuple somalien dans les faits. Nous avons provoqué le changement que tout le peuple souhaitait. Le président camerounais Paul Biya a salué mercredi à Yaoundé lors d'une réception au palais présidentiel le talent des joueurs de l'équipe nationale, les Lions indomptables, vainqueurs dimanche dernier de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2017. Vous avez affronté les équipes les plus redoutables, les plus aguerries et comme on dit, vous les avez mises dans la sauce, a déclaré le chef de l'État reprenant les paroles d'une chanson à la mode au Cameroun et déjà largement reprise par les supporters des Lions aux joueurs présents à l'occasion d'une réception offerte par le couple présidentiel Chantal et Paul Biya. Du chef de l'État aujourd'hui, c'est un moment inoubliable que nous vivons. On sait qu'il faut gagner la Coupe d'Afrique pour être reçu ici. C'était une motivation supplémentaire parce que c'est la première fois de participer à ce genre d'événement, donc on est tous contents et on souhaite réitérer ce genre de performance à l'avenir. Après une éternelle réception au Palais de l'Unité, tout ce que je peux dire c'est juste incroyable, c'est magnifique de vivre ce genre d'instant. C'est vraiment, je n'ai pas de mots. La CAN 2019 qui est au Cameroun en 2019, n'est-ce pas? Nous devons déjà la préparer maintenant. C'est que nous avons rapporté cette CAN 2017. C'est le moment de la préparer pour la remporter en 2019. Là, nous serons vraiment satisfaits avec les Lions, mais pour le moment, nous sommes dans la joie. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.